C'était un jeudi. Banal, calme, le genre de journée où le ronronnement du frigo couvre vos propres pensées. Je rangeais le tiroir fourre-tout de l'entrée. Vous voyez de quoi je parle, des piles qui ne marchent plus, des stylos à court d'encre depuis 3 ans, des doubles de clés qu'on a trop peur de jeter au cas où elles ouvriraient quelque chose qu'on a oublié. Enfoui dans ce bazar, il y avait un ticket de caisse. Pas le mien. Pas le sien non plus, du moins pas pour quelque chose dont elle m'avait parlé. 2 cocktails, une planche dégustation, une entrecôte, des lasagnes végétariennes, datées d'il y a 2 semaines. Le lieu, un restaurant où nous allions pour chaque anniversaire de mariage. J'ai senti mon estomac se nouer puis se tordre. Vous connaissez cette sensation quand votre corps comprend quelque chose avant votre cerveau. Ce ticket en disait plus que 100 conversations. Mais je n'ai rien dit. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Au lieu de ça, j'ai attendu. J'ai écouté. J'ai observé. Et j'ai remarqué des choses que j'avais été trop aveugle ou trop confiant pour voir, comme le fait qu'elle ne riait plus à mes blagues. Ou comment elle avait commencé à verrouiller la porte de la salle de bain pour vérifier ses emails pro. Comment elle ne mettait plus de parfum sauf si elle disait qu'elle allait voir sa sœur. Puis est arrivé dimanche. Nous étions dans la cuisine en train de plier des serviettes. Le moment domestique le plus normal et ennuyeux qu'on puisse imaginer. Et sorti de nulle part, elle l'a dit. Je veux vivre pour moi, sans toi. Elle a dit ça comme si elle commandait un café en terrasse. Pas de tremblement dans la voix, pas d'avertissement, pas de il faut qu'on parle. Juste je veux vivre pour moi sans toi. Et vous savez ce que j'ai répondu? Je n'ai pas supplié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas tressailli. J'ai dit, vas-y, fais-le, mais pas sous mon toit et pas à mes frais. Elle a cligné des yeux 2 fois comme si la réalité venait de la gifler. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle chuchoté. Mais c'était trop tard. Elle le pensait quand elle l'a dit. Et je le pensais quand j'ai répondu. Parce que la liberté, ça a un prix. Et j'avais fini d'être celui qui payait pour ça. Quand je lui ai dit qu'elle pouvait vivre pour elle-même, mais pas chez moi ni avec mon argent, quelque chose s'est brisé dans son expression. Pas de la tristesse, pas de la culpabilité. C'était de la panique. Comme si elle venait de mal jouer un coup dans un jeu qu'elle pensait contrôler. Elle a cherché ses mots, mais rien n'est venu. Au lieu de ça, elle est restée plantée là dans notre cuisine, les bras ballants, ressemblant à quelqu'un qui a laissé tomber un verre et qui le regarde se briser au ralenti. Elle a fini par murmurer, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je m'en fichais parce que soudainement, tout prenait sens. Chaque excuse décousue, chaque j'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Chaque vendredi où elle rentrait en sentant l'odeur aseptisée des couloirs d'hôtel, tout ça formait une mosaïque hideuse. Et j'étais l'idiot qui continuait de prétendre que c'était de l'art abstrait. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a juste quitté la pièce en emportant son téléphone. Encore, toujours le téléphone. Je suis monté, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai ouvert un nouveau document. Pas pour écrire un message, mais pour faire une liste de tout ce que j'avais ignoré. Point numéro 1, il y a 2 mois, elle a changé son fond d'écran, remplaçant une photo de nous au lac d'Annecy par un coucher de soleil générique. Point numéro 2, elle a arrêté de suivre ma sœur sur Instagram sans jamais me dire pourquoi. Point numéro 3, elle a soudainement commencé à porter de la lingerie fine, pas les soirs où nous étions ensemble, mais les soirs où elle prenait un verre avec des collègues. Plus j'écrivais, pire c'était. Et puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai pris sa tablette. Elle l'utilisait rarement, mais elle était synchronisée avec son téléphone depuis des années. Elle avait oublié, ou peut-être qu'elle pensait que je ne remarquerais jamais. Tout était là. Tout. Les e-messages, les captures d'écran, les confirmations d'hôtel, des surnoms que j'aimerais pouvoir oublier. Un type nommé Axel. Pas Alexandre. Pas Antoine. Axel. Un nom qui sonne comme celui d'un mec qui met trop de gel et appelle les serveurs chef. Ils se parlaient depuis 6 mois. Et non, ce n'était pas juste émotionnel. Ils avaient une routine. Les mercredis, c'était soirée atelier. Les vendredis, escape game. Les dimanches, elle allait voir sa mère. Sauf que maintenant je sais que sa mère avait déménagé à Nice. Et Chloé louait des chambres d'hôtel sous mon nom de famille. Je lisais des messages comme « Il est si gentil ». Je me sens presque mal, mais il est juste tellement présent tout le temps, comme un chiot.
et attendons après mon anniversaire. Thomas fait toujours quelque chose d'élaboré, et je ne veux pas encore éveiller les soupçons. Elle m'utilisait pour le budget de la fête surprise avant de me larguer. C'est là que j'ai refermé la tablette. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Pas encore. Au lieu de ça, j'ai fait du thé. Et pendant que la bouilloire chauffait, j'ai regardé notre cuisine, celle que j'avais rénovée pour qu'elle se sente plus inspirée pour cuisiner, ce qu'elle ne faisait jamais. Chaque carrelage, chaque tiroir, chaque fourchette dans cette maison chuchotait, tu as payé pour cette illusion. Mais le pire, c'est que je ne la détestais même pas. Je détestais à quel point j'avais été stupide. Je détestais avoir romancé sa distance en mystère. Avoir trouvé des excuses quand elle me faisait me sentir invisible. Avoir laissé le strict minimum ressembler à de l'amour. Mais le pire était encore à venir. Parce que quand je l'ai finalement confrontée, quand j'ai tout mis à plat et attendu ne serait-ce qu'une lueur de regret, ce qu'elle a dit ensuite a tout changé, et pas de la manière à laquelle je m'attendais. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai fait le café, nourri le chien et agi comme si la veille n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de l'entendre le dire à haute voix. J'avais besoin qu'elle admette ce qu'elle pensait pouvoir garder enfoui derrière des sourires en coin et des mots vagues comme liberté. Alors, j'ai attendu que nous soyons tous les deux assis dans le salon. Elle faisait défiler son écran de téléphone comme s'il ne contenait pas la moitié de la vérité de notre vie brisée. J'ai dit calmement, je suis au courant pour Axel. Elle s'est figée. Pas de façon dramatique, pas comme dans les films. C'était subtil, juste une main en suspens au milieu d'un geste, les yeux baissés. Elle a essayé de rester décontractée. Qui? J'ai répété le nom. Elle a fini par lever les yeux. Tu as fouillé dans mes affaires. Je n'ai pas répondu à ça. Je l'ai juste fixé. C'est là qu'elle a sorti la phrase qui me fait encore serrer les dents. Tu surréagis. C'est pas comme si je l'aimais. Comme si tromper ne comptait que si on envoyait des fleurs après. Comme si l'érosion émotionnelle sur 6 mois importait moins qu'une phrase de 3 mots. Elle a essayé de tourner ça à son avantage, m'a dit que j'avais été trop disponible, que je la faisais se sentir surveillée, qu'elle avait juste besoin de se sentir détachée pendant un moment. Détachée tout en étant mariée, toujours dans ma maison, utilisant toujours mon nom pour réserver des chambres d'hôtel. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Elle s'est offusquée. Thomas, c'est pas drôle. Tu déformes tout. Tu ne comprends pas ce que je traverse. Elle voulait être la victime. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne se sentait pas coupable. Elle se sentait dérangée. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte en grand et j'ai dit, alors va vivre pour toi-même, Chloé. Sois libre. Mais ne le fais pas dans une maison construite sur ma loyauté. Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a pas bougé parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la laisse vraiment partir. Elle n'a pas fait ses valises. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas claqué la porte. Elle est juste restée là à me regarder comme si j'avais volé son scénario et commencé à lire des répliques qu'elle n'avait pas écrites. Tu me mets vraiment à la porte, a-t-elle dit après un long silence. Je n'ai rien dit. Tu es mesquin, Thomas. Ce n'est pas comme ça que des adultes gèrent un mariage. Je l'ai enfin regardé et j'ai dit, tu as raison. Les adultes gèrent un mariage en ne s'éclipsant pas avec un mec nommé Axel pendant que leur mari dessine les plans de la nouvelle terrasse que tu voulais pour l'été. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, encore ça. Encore ça, comme si c'était un hockey mineur. Comme si l'infidélité était quelque chose sur quoi on se cogne l'orteil avant de passer à autre chose. Mais c'est là que ça a basculé, parce qu'elle n'est pas partie. Elle n'a pas appelé une amie. Elle n'a pas dormi sur le canapé. Elle a commencé à faire une lessive. Ce soir-là, elle a nettoyé la salle de bain, préparé le dîner, allumé une bougie. Ma bougie, celle dont elle disait qu'elle lui donnait mal à la tête. Je l'ai regardée évoluer dans la maison comme si de rien n'était, comme si elle essayait d'écraser la réalité par la routine. Et puis est venu son vrai coup. J'ai dit à Axel que c'est fini, a-t-elle dit au-dessus de son assiette de pâtes, en piquant un morceau comme s'il l'avait offensé. Tu as prouvé ton point. Je n'ai pas répondu. Est-ce qu'on peut ne pas en faire toute une histoire, Thomas? On ne peut pas juste faire un reset? Un reset? Comme si nous étions une application qui avait juste besoin d'un arrêt forcé et d'un redémarrage. Je lui ai demandé,
Pourquoi tu n'es pas parti? Elle a haussé les épaules. Parce que c'est toujours ma vie. Ce n'est pas parce que tu es blessé que j'arrête d'exister. Je l'ai fixé. Chloé, tu as cassé quelque chose. Tu ne peux pas agir comme si on était juste stressé ou qu'on passait une mauvaise semaine. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé. Vraiment regardé pour la première fois depuis des semaines. Je voulais juste ressentir quelque chose de nouveau, a-t-elle dit. Je ne pensais pas que ça nous briserait. C'était sa logique. La curiosité avant les conséquences. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle ne restait pas juste par confort. Elle restait parce qu'elle ne croyait pas que j'irais jusqu'au bout. Elle pensait que je finirais par me coucher comme je le faisais toujours. Mais cette fois, j'avais un plan. Et il commençait par une enveloppe que j'avais cachée derrière le micro-ondes. L'enveloppe n'était pas voyante, juste blanche, froissée d'avoir été coincée derrière le micro-ondes où je savais qu'elle ne regarderait jamais. À l'intérieur, il y avait une liste, pas une confession, pas des preuves, juste des chiffres, mes revenus, l'état du crédit immobilier, les titres de propriété, les comptes, chaque chose à laquelle elle avait confortablement supposé avoir toujours accès. Je l'ai fait glisser sur la table pendant le petit déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux au début, sirotant son café comme si nous étions dans une version de banlieue silencieuse de la guerre froide. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé. « La réalité, ai-je dit. » Elle l'a ouverte, l'a parcourue. J'ai vu ses pupilles tressaillir alors que les implications atterrissaient une par une. Il n'y avait aucune combativité dans sa voix quand elle a dit « ça a l'air sérieux ». Ça l'est. J'ai déjà parlé à un conseiller financier. Tout ce qui est à moi est séparé à partir de cette semaine. Tu as dit que tu voulais vivre pour toi-même. Super. Voici ton point de départ. Chloé a cligné des yeux. Tu me coupes vraiment les vivres. J'ai hoché la tête. Pas par méchanceté, par clarté. Le truc avec quelqu'un comme elle, c'est qu'il dépend du fait que vous ne pensez pas ce que vous dites. Elle vivait dans l'espace entre mes mots et mes actes. Pariant que je ne changerais jamais rien réellement. Mais cette fois, je ne bluffais pas. Je ne criais pas. Je n'étais même pas en colère. J'en avais fini. Ça l'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Thomas, a-t-elle dit, plus doucement que je ne m'y attendais. Tu fais vraiment ça. Tu l'as déjà fait, ai-je répondu. Elle s'est tue. Puis sont venues les larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de cœur brisé. C'étaient des larmes de conséquence. Le genre qui arrive quand le confort vous est retiré sous les pieds. Le genre qui dit, attends, tu n'étais pas censé vraiment partir. Je l'ai laissé pleurer. Je n'ai pas offert de mouchoir. Je me suis juste levé, j'ai pris la laisse du chien et j'ai dit, on sera de retour dans 1 heure. À notre retour, je veux que tu décides. Est-ce que tu pars ou est-ce que c'est moi? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis juste sorti, respirant pour la première fois depuis des semaines, sachant pertinemment que quand je reviendrais, tout serait différent. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle tenterait un dernier coup avant que je puisse finir le mien. Quand je suis revenu de la promenade, la maison était trop calme, pas paisible, tendue, comme si elle retenait son souffle. Les lumières étaient éteintes dans le salon, les rideaux tirés. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle était peut-être partie. Peut-être qu'elle avait compris l'allusion, fait un sac et s'était éclipsée discrètement comme elle s'était glissée autrefois dans le lit d'hôtel d'un autre. Mais non, elle était dans la chambre, assise sur le bord du matelas, tenant un album photo de nous. Rien que ça, c'était étrange. Nous n'avions pas ouvert cet album depuis des années. Pas depuis avant sa période yoga, avant les mots de passe secrets et les écrans verrouillés. Avant Axel. Elle ne m'a pas regardé quand je suis entré. Je pensais au moment où tu m'as demandé en mariage, a-t-elle dit doucement. Tu te souviens de ça? J'ai hoché la tête. Bien sûr, tu tremblais. Tu as fait tomber la bague. Je ne l'ai pas fait tomber, ai-je dit. Elle a glissé parce que tu as attrapé ma main si vite. Elle a ri, juste une fois. C'était un moment bizarre. La nostalgie utilisée comme camouflage. Puis elle s'est levée, s'est approchée et m'a tendu quelque chose. Pas un cadeau, pas une clé, une lettre. J'ai écrit ça hier soir, a-t-elle dit. Avant que tu me montres l'enveloppe, avant que je réalise que tu ne bluffais pas. Je l'ai ouverte avec précaution. Ce n'était pas long.
Ce n'était pas émotionnel. C'était stratégique. Une liste de conditions, ce qu'elle appelait des termes pour une réconciliation. Ça incluait des choses comme des bilans relationnels hebdomadaires, une thérapie individuelle, une séparation à l'essai avec cohabitation continue, et une transparence financière complète des deux côtés. J'ai levé les yeux et j'ai dit, ce n'est pas une lettre. C'est une négociation. Elle a hoché la tête comme si c'était une bonne chose. Tu essaies de sauver le contrôle, Chloé. C'est ça que c'est. Non, a-t-elle dit, j'essaie de survivre parce que si tu me coupes les vivres, je suis fini. Je n'ai personne d'autre. Cette phrase m'a frappé comme une gifle inversée. Pas douloureuse, juste pathétique. Elle avait tout misé sur le fait que je resterais faible. Que je choisirais la pitié plutôt que la paix. J'ai plié le papier et j'ai dit, tu as toujours eu quelqu'un d'autre. C'était bien ça le problème. Elle a ouvert la bouche pour riposter, mais je l'ai arrêtée. Je ne négocie pas avec quelqu'un qui ne veut de moi que quand je m'en vais. Et juste comme ça, la dernière carte qu'elle pensait avoir en main a brûlé entre ses doigts. Mais je n'avais pas encore fini, parce qu'il me restait un coup à jouer aussi. Et c'était la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru que je ferais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé là, à côté d'elle, dans le silence, écoutant sa respiration comme si c'était une sorte de compte à rebours. Elle avait tout essayé. Le déni, la diversion, la manipulation déguisée en compromis. Et j'étais resté calme à travers tout ça. Mais ce qu'elle ne comprenait toujours pas, c'était ceci, mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la préparation. Le matin, je ne lui ai pas dit ce que je faisais. Je me suis juste habillé, j'ai attrapé un dossier dans le tiroir de mon bureau et j'ai conduit directement à notre banque. J'avais passé la semaine passée à tout mettre en place, lentement et calmement, pour qu'elle ne voie rien venir. La maison était à mon nom. Les comptes d'épargne aussi. Même le compte joint. Devinez qui était le titulaire principal? J'ai bloqué la carte du compte joint, annulé son accès secondaire, déplacé la moitié des fonds liquides vers un nouveau compte professionnel où elle n'avait aucun accès. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Je n'allais pas laisser quelqu'un qui me traitait comme un plan B sortir de ma vie avec le parachute que j'avais plié. Au moment où je suis rentré à la maison, elle était dans la cuisine, portant un peignoir qu'elle n'avait pas touché depuis des mois. Elle préparait le petit déjeuner comme si de rien n'était, comme si nous faisions encore semblant. Et a-t-elle dit, joyeuse. Je t'ai fait du café. Je n'ai même pas regardé la tasse. J'ai posé les papiers de la banque sur la table et j'ai dit, tout est finalisé. Elle a cligné des yeux. Quoi? Les comptes? La maison? Mon avocat a tout maintenant. Tu as dit que tu voulais la liberté. Tu l'as. C'est là que la tasse de café a commencé à trembler dans sa main. Thomas, attends. Tu as vraiment. Tu pensais que je plierais. Je ne l'ai pas fait. Tu pensais que je m'effondrerais. Je ne l'ai pas fait. Tu pensais que si tu restais assez longtemps, j'oublierais ce que tu as fait. Je ne l'ai pas fait. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais aucun mot n'est sorti. Et puis les larmes sont venues, mais pas des larmes de performance, pas stratégiques. Celles-ci étaient réelles. Le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un réalise qu'il est arrivé au bout de la corde et qu'il n'y a plus personne à blâmer. Je ne pensais pas que tu arrêterais vraiment de m'aimer, a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas arrêté, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te laisser t'en servir. Et je suis sorti. Mais cette histoire n'était pas tout à fait finie parce que 2 semaines plus tard, quelque chose est arrivé dans ma boîte aux lettres et ça venait de lui. 2 semaines après son départ, une lettre est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, juste un nom écrit à la main au dos. Axel. Je l'ai fixé pendant un long moment avant de l'ouvrir. Une partie de moi ne voulait pas. Je n'étais pas sûr si c'était une pique mesquine, une excuse bidon, ou pire, un tour d'honneur tordu, mais la curiosité a gagné comme elle le fait toujours. La lettre était courte, 4 lignes. Je ne savais pas qu'elle était mariée quand on s'est rencontrés. Elle m'a dit que tu étais possessif. Si j'avais su, je n'y aurais pas touché. Désolé pour le pétrin dans lequel j'ai mis les pieds. Respect. C'était tout. Pas de signature, pas de numéro, juste un dernier rappel d'à accent grave quel point elle avait menti profondément. Pas seulement à moi, mais à tout le monde. Elle ne m'avait pas seulement trahi.
Elle avait réécrit la réalité pour se faire passer pour l'héroïne de son propre fantasme. Elle ne fuyait pas loin de moi. Elle fuyait ses responsabilités. Mais voici la partie à laquelle personne ne s'attendait. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. La vérité, c'est que je me sentais libre. Pour la première fois depuis près d'une décennie, je n'étais pas en train de deviner ce que quelqu'un d'autre ressentait. Je ne marchais pas sur des œufs en essayant de faire tenir une relation avec du scotch et de l'optimisme. Je respirais pleinement, profondément. J'avais mon propre espace, mon propre argent, ma propre paix. Et plus important encore, j'avais retrouvé mon amour-propre. Je n'ai pas répondu à Axel. Il ne méritait pas mon temps. Mais j'ai écrit quelque chose ce jour-là pour moi-même. Un rappel, ne laisse jamais l'amour devenir une laisse. N'ignore plus jamais ton instinct. Et si quelqu'un dit qu'il veut la liberté, ne te mets pas en travers de son chemin, ouvre simplement la porte et verrouille-la derrière lui. Alors ouais, ça a commencé par un mensonge, mais ça s'est terminé par de la clarté. Et honnêtement, c'est mieux que de tourner la page.